Alors, déjà, peut-être revenir sur la généalogie du séminaire en contextualisation de la recherche dans l'océan Indien, puisqu'on a pensé, et c'était une demande des doctorants et doctorants de Gardef il y a maintenant plus d'1 an, pour, si je me rappelle bien, pour avoir développé une culture commune de cette région et de la façon dont on pouvait y faire des recherches. Ce séminaire a vocation à être pérennisé. D'ailleurs, il regroupe donc des doctorantes et des doctorants d'un laboratoire pluridisciplinaire, qui est le LCF, avec des sciences de langage, littérature, anthropologie, sciences de l'information et de la communication. Et deuxième chose, il regroupe également des doctorants et des doctorants géographiques, qui étaient une volonté déjà ancienne, avec les enseignants-chercheurs du Crécure, de pouvoir échanger sur nos thématiques de recherche. Donc merci à vous d'avoir mis en place ce colloque. Merci à Ménard, Morgane, Cécile et Christiane. J'en profite pour vous présenter les excuses de Carpana et Moutou de ne pas être à la clôture de ce colloque. Il a dû partir pour une raison personnelle. Alors, en termes de... J'aurais du mal à dire que c'est une synthèse, j'aurais du mal à faire une synthèse, mais j'ai revenu 3 points saillants sur ce qui me permettait dans ma tête de pouvoir organiser des très riches communications qu'on a entendues. La première chose, c'était pour moi la question importante quand on raisonne sur un territoire, sur une zone d'études, sur des terrains de recherche, des frontières. Des frontières à la fois spatiales, symboliques, conceptuelles, mais aussi des frontières disciplinaires. Et on a une diversité d'approches disciplinaires qui se sont expliquées, qui se sont présentées, sachant qu'une discipline, si je reprends la définition de Jamet, c'est une manière d'interroger certains objets concrets et de les constituer en objets scientifiques. J'ai eu par évident, les échanges qu'on a eu ici montrent tout l'intérêt du passage de frontières disciplinaires, c'est-à-dire, comme le dit tout voyageur, cet intérêt d'aller voir ailleurs pour revenir et pour savoir d'où on vient, mieux d'où on vient, qu'est-ce qui fait la spécificité ici d'une approche, qu'est-ce qui est commun avec d'autres approches. Alors, je trouve que cette notion de frontière, qui a été d'ailleurs abordée par Christophe, tout en mettant en abîme la question de la frontière, c'est-à-dire à la fois la frontière racialisée en littérature francophone comme un concept qui permet de déplacer le regard du chercheur et de saisir ce qui était invisible sans que ce concept soit forgé, mais aussi le passage d'une frontière disciplinaire, dans son cas, de la littérature à la géographie, pour une forme d'hybridation des champs de recherche, qui présentent comme une méthode pertinente pour ces études littéraires. Ensuite, ces questions de frontières, on va rappeler une frontière, finalement, c'est une délimitation, évidemment, ça implique un autre, un intérieur, une différence. Et ces frontières disciplinaires, nous participons à les construire. Donc, ce serait le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la question de la construction d'un objet de recherche, d'un objet spatialisé, pas nécessairement de recherche d'ailleurs. On a vu dans plusieurs travaux là, qui s'intéressent à comment, et ça a été largement abordé, largement passé, j'espère que vous aurez plus le temps de le refaire, dans un tableau rond, c'est-à-dire comment les acteurs sociaux construisent eux-mêmes leur territoire, participent à construire socio-historiquement leur territoire et quel territoire. Donc Cécile l'a rappelé, on pense qu'on a bien l'océanie et pas bien l'océanien, et je pense que c'est effectivement la question que vous posez quand vous allez interroger les étudiants pour le dire dans une approche de pédagogie inversée, la construction, comme le proposait, l'analyse de la construction du territoire par les artistes, la façon dont ce territoire peut être déployé dans une exposition, voire comme vous l'a proposé, de la construction pluriculturelle du territoire réunionnais sur laquelle on pourrait s'appuyer pour repenser
l'enseignement du chinois à La Réunion. Construction par les acteurs sociaux du territoire et par l'extérieur du territoire, comme on peut dire les travaux de Morgan sur la non-construction, c'est-à-dire d'une certaine manière, l'atomisation du territoire par les guides touristiques. Donc ça, c'est plutôt l'aspect comment les acteurs sociaux participent à construire leur territoire. J'ai trouvé très intéressant le contraste avec la présentation du général Métayer, en contraste avec la façon dont nous avons tous l'habitude de présenter la construction des objets, parce qu'en fait, le général Métayer proposait un espace indiano-océanique qui lui était donné. Il ne construisait pas son territoire, et pour venant d'un militaire, c'est plutôt rassurant de savoir que cet espace lui est donné par un État, mais par la communauté nationale, voire par une communauté internationale, avec ses missions, ses contraintes, ses évaluations, comme on le disait. Alors, est-ce que, quand on est chercheur, on pense qu'on a idéalement la liberté de construire des objets de recherche. Les objets ne nous sont pas donnés, même s'ils sont en lien avec des réalités concrètes. C'est en partie ce qui nous est demandé, d'essayer d'imaginer des objets qui ne seraient pas de l'ordre du sens commun, de mettre en perspective ces sens-là. On a très bien senti dans le choix que l'on fait en géographie de prendre la pluralité culturelle comme déterminant de la construction de son objet, qui redéfinit donc un espace. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est finalement aussi libre que ça dans la construction de nos objets? Alors évidemment, nous baignons dans des sociétés, même si on essaie de se mettre à distance, il me semble qu'on intègre et on participe au sens commun, en construction sociale du territoire. Mais évidemment, surtout quand on fait de la recherche aujourd'hui, on est de plus en plus amené à répondre à des appels d'offres, des projets de recherche. Je prends à notre niveau ici la Fédération Rosoir, qui est l'apprentissage qui a été rappelé par Combo, qui propose d'inscrire nos recherches dans un cadre, dans un territoire, en fait, dont je me pose la question s'il n'est pas prédéfini de la même manière, les bourses doctorales d'allocation régionale de recherche inscrivent les recherches dans des espaces prédéfinis, prédéterminés. Et on le voit dans les dimensions touristiques, les questions culturelles, les zones océans indiens, etc. Au moins, à l'état où on doit présenter un projet de recherche, il suppose l'adéquation à une demande institutionnelle, parfois. Et donc, je m'interroge réellement sur la liberté des territoires qu'on construit. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nos constructions intellectuelles, nos objets construits, comme l'a rappelé Bernard, Nelson, notamment pour cette zone d'études de l'océan Indien, acquiert au bout d'un certain temps une forme de légitimité scientifique et circule socialement. Et donc transforme l'espace et la perception de l'espace. Par exemple, Christian Raffinari a présenté comment elle pouvait identifier des intérêts géopolitiques divergents dans la zone pour se poser la question comment transcender ces intérêts divergents. Donc, Fabrice Audio a rappelé comment la route de l'esclavage est engagée. Le projet UNESCO, porté initialement, si j'ai bien compris, par Suez Fuma, pouvait rattacher le Mozambique à une unité territoriale. Comment la Tanzanie aussi avait pu être attachée avec bien archipelagiquement comme une interface ouverte sur la Suède, si j'ai bien compris. Fabrice, tu as même peu jusqu'à dire que ces constructions scientifiques, intellectuelles, l'espace géographique, je voudrais qu'elles infusent davantage dans les populations. Alors, je ne suis pas du tout une critique,
objectif, c'est simplement de s'interroger ensemble sur ce qui font politiquement ces volontés que circulent dans la vie. Voilà, je crois que les interventions, encore une fois très riches, ont bien permis de saisir toutes ces facettes de la construction d'un contexte de recherche. Je suis plus. Je m'interroge plus sur la dimension, la réflexion collective qu'on a sur la dimension située de nos recherches. Alors, il n'est pas évident, on n'est pas assigné à résidence par des objets que l'on construit, par terrain, dans le contexte de recherche, mais ils sont situés. Alors, la sociologie, l'anthropologie des sciences, depuis longtemps, a montré que les pratiques de recherche sont des pratiques situées, contextualisées, pas simplement en sciences humaines et sociales, Platon dans son anthropologie de laboratoire, Norchevina, Collins, etc., montre qu'on a des cultures épistémiques, qu'on n'a pas une seule façon de faire des sciences partout dans le monde, quelles que soient les disciplines. Je prends l'exemple de Collins, par exemple, de son bon travail sur la détection des ondes gravitationnelles, montre qu'on a des cultures géographiques d'administration de la preuve. Il y a des pays où l'administration de la preuve relève du collectif de recherche, du laboratoire, alors que dans d'autres pays, on peut avoir un chercheur qui s'en donne à la communauté internationale pour évaluer l'administration de la preuve. Autant dire beaucoup de raisons de penser que le terrain, le contexte de recherche conditionne nos épistémologies, transforme le cadre conceptuel. Je me rappelle que le Paris Parlement apporte, à mon avis, un éclairage extrêmement intéressant dans ce qu'elle appelle la théorie des composites, c'est la façon dont le terrain transforme la façon de faire de la recherche, y compris au niveau conceptuel. Et c'est là que je me dis ça peut être très intéressant de poursuivre cette discussion sur la contextualisation de recherche, peut-être pour aller plus loin sur la façon dont dans le terrain, nos mises à distance des sens communs transforment nos épistémologies. La façon dont on dénature des objets, par exemple, ou imprime moins nos épistémologies. C'est-à-dire la façon dont nous travaillons les objets depuis notre territoire, même si elles sont multiformes. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'elles proposent des singularités? Et lesquelles par rapport à des épistémologies forgées dans d'autres territoires avec d'autres angles? Une façon de se poser la question, c'est si on a des ailleurs épistémologiques de sciences humaines et sociales vis-à-vis desquelles nous pourrons collectivement apprécier la proximité, la distance, etc. Je crois que ça peut être un prolongement possible de ce séminaire doctoral qui, encore une fois, je pense, a vocation à être reconduit de manière extrêmement riche, pas simplement pour les doctorantes et les doctorants, mais aussi pour nous, les enseignants-chercheurs, parce que c'est une façon d'apprécier la diversité de vos travaux et la façon dont ils peuvent nourrir le collectif. Je vous remercie. Merci Grégoire pour ce questionnement sur qu'est-ce que les pratiques font à l'épistémologie et que fait l'épistémologie aux pratiques. Et je crois que c'est tout à fait riche comme questionnement. Et j'ajoute juste un mot sur la liberté du chercheur que nous ne finissons pas d'explorer. Voilà, on peut continuer encore un petit peu la table ronde après. Dans l'absolu, les discuteurs, je pense que même si on n'a pas tous l'excuse d'un enfant de 6 ans à chercher à l'agir, tous envie de commencer à reprendre le cours de l'OPI hors de cette amphi. Mais on est un peu on est un peu resté sur notre fin avec la question de Fabrice Folliot. Du coup, on peut peut-être juste poursuivre sur la fin de ce questionnement-là, éventuellement prendre quelques autres questions de la salle s'il y en a. Juste pour rebondir sur du coup votre question, Fabrice, tout à l'heure vous avez parlé de la façon dont la patrimonialisation permet de construire un récit national. Et moi, ce que je me demande, c'est si les initiatives telles que la patrimonialisation de la route des baleines
éventuellement les compagnies essayent de construire un récit national indiano-océanique, et si oui, lequel? Alors, question à vous. Débrouillez-vous. Quelqu'un va répondre? Moi, je vous réponds d'abord sur la question de la construction d'une conscience indienne. Ça me fait un peu penser à finalement la conscience européenne, ou même la conscience outre-mérienne, s'il est vrai qu'il y a l'acteur politique, l'acteur institutionnel qui joue énormément dans les territoires qui sont concernés par ces deux types de conscience, mais aussi l'acteur social, le public ou les associatifs. C'est vrai qu'à La Réunion, il y a des associations d'autres territoires de l'Institut océanien qui se développent, qui se déploient. Ça m'intéresse, on devient très, ce que je veux dire devient plutôt applicationniste, mais il est vrai qu'il faudrait avoir de la visibilité, pouvoir s'offrir de la visibilité pour ces associations, afin de construire une conscience indiano-océanique, déjà au niveau local, et ensuite dans les autres territoires. Je pense aux échanges culturels, je pense surtout aux échanges culturels entre les échanges culturels de type Erasmus et des échanges qui n'existent par exemple pas dans la zone ACFC, bien qu'il y ait des étudiants qui viennent de Maurice ou Madagascar, mais qui ne viennent pas dans le cadre d'un programme institutionnel. Donc là, on revient toujours sur l'idée de la place de l'institution. Oui, ça, d'études. Après, un peu déshabillé. Voilà. Et du coup, je reviens sur la question de. Alors, moi, j'ai plus sur la question aussi. Moi, je n'ai pas vraiment étudié ça, donc à répondre. Voilà. Si je me souviens bien, la question, Fabrice, c'était est-ce qu'on ne peut pas passer par l'identité pour construire une sorte d'unité dans l'Indiano-Océanie? Je pense que oui. Et justement, le tourisme, ça peut être un outil à la construction de cette identité. Tu avais l'exemple, je crois que c'était des jeunes, c'était au Mozambique, voilà. Sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, les enfants dès le départ, au tourisme, notamment à travers la visite de musées, à s'interroger sur leur propre identité. Est-ce qu'ils sont réunionnais, ils appartiennent à l'Europe, mais ils appartiennent aussi à un espace régional qu'il est intéressant de leur faire connaître dès l'école. Et je pense que oui, effectivement, développer ce concept d'Indiano-Océanie, ça passe par l'identité culturelle, et le tourisme peut être un outil, selon moi, tout à fait adéquat à ce développement de conscience autour de l'Indiano-Océanie. Tu veux... Pour le cas de La Réunion, ça pourrait être pertinent. Sauf que moi, j'avais travaillé aussi sur le fait qu'il existe un exotisme souverain. Donc, du fait que les populations locales acceptent la vision de l'extérieur, la vision exogène. Donc, du coup, il y a un peu on se relance la balle indéfiniment, en fait. Et on essaye d'avoir des représentations qui collent déjà avec ce que l'extérieur imagine. Donc après, est-ce qu'on pourrait faire un discours de Réunionnais pour des Réunionnais? Peut-être. Mais, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai analysé, il y a vraiment cet exotisme souverain, donc c'est difficile de... Exotisme par rapport à la notion de tourisme, en fait, tu veux dire? Oui, enfin, l'exotisme souverain, c'est vraiment... C'est le fait d'avoir une représentation qui correspond à ce que l'extérieur imagine déjà. D'accord. Et donc, on accepte ça. Ce que je disais tout à l'heure, on ne se sent pas comme une victime de la domination. C'est vraiment d'accepter parce que, pour des profits. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, est-ce que si on peut créer des discours insulaires et que ça pourrait circuler, peut-être, mais en tout cas...
pas ce dont on dispose aujourd'hui. Non, oui. C'est difficile. Oui, oui. En fait, je suis très intéressée, c'est plus une aide que je demande à Mila plus tard. Ça m'intéresse beaucoup, l'utilisation du numérique. Ta question était, est-ce qu'avec le numérique, est-ce qu'il y a la notion d'Océanie, c'est ça? Moi, dans le cadre de mon travail, j'interviens donc à la Maison des langues. Et c'est très intéressant parce qu'apparemment, il y a aussi un lien par rapport à la langue, on dit, parce que la langue véhicule pas mal de choses. Donc, lorsqu'on parle d'identité, il y a culture, langue. Et il y a l'université a ouvert comment dire, par rapport à la Maison des langues, une UEO, je sais que c'était unité d'enseignement d'ouverture. Et c'est la première année, moi j'ai démarré en 2018, et c'est la première année où le soir, il y a plusieurs étudiants qui souhaitent apprendre le malgache. Et c'est très impressionnant parce qu'il y a des jeunes Comoriens, beaucoup de Réunionnais, il y a même des métropolitains. Donc, je veux dire, on dirait qu'ils ont une conscience, ils ne mettent pas l'accent sur l'Indien en Océanie, mais ils se posent des questions. Dommage que c'est juste que 30 heures, mais je les entends. Ils se posent des questions sur comment est-ce qu'ils puissent, à travers la langue qu'ils apprennent, puisque on ne va pas faire la leçon sur la langue malgache, mais puisqu'il y a un petit peu de bantou dans l'Afrique, et vous avez à peu près scientifiquement plus de 80% de langue de la Polynésie. Et après, il y a un ensemble, il y a l'arabe et tout ça. Donc eux, là j'ai remarqué pour les jeunes Comoriens, ils se développent vraiment, quand on parle de la grammaire, de la structure de la langue et même de la littérature, ils sont vraiment conscients de ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont dans la recherche de leur identité à travers la langue et leur positionnement au niveau du territoire. Donc, je vais aller là-dessus. Je ne m'oublie pas, ce qui m'intéresse pour les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que, puisque la langue évolue, comment est-ce que ça change un petit peu par rapport à comment est-ce qu'ils écrivent au niveau. Je ne sais pas si tu as des infos par rapport à tes lectures, par rapport à ta recherche, mais ça m'intéresse. Merci en tout cas tout le monde. Alors effectivement, dans la production de discours et de récits sur les réseaux sociaux, il y a plutôt une production artistique et une réappropriation de ces codes. Bon, après, ça dépend, hein. Des fois c'est à des fins commerciales le plus souvent, surtout dans le domaine de l'industrie de la musique, où il va y avoir la réappropriation par rapport à tout ce qui est la musique nigérienne, l'afrobeat, qu'on va mélanger avec du maloya par exemple, la création stylistique par rapport aux coiffures, aux habits, et à des réappropriations aussi par rapport à la langue, qui va se faire au niveau du swahili, du malgache. Ça, on l'a beaucoup vu aussi dans le maloya. Et du coup, ces jeunes-là vont reprendre ça et vont mélanger ça avec du hip-hop aujourd'hui et vont produire des créations et des discours en rapport avec cette descendance afro-descendante. Et du coup, je rejoins aussi un peu le discours de mes collègues ici. Moi, je pense que c'est un problème parce que avec d'autres jeunes du coup, qui réécrivent ces discours sur Internet et qui ont du coup une cote de popularité, parce qu'aujourd'hui c'est en fonction de la popularité, du nombre de likes, etc. sur les réseaux sociaux. Par rapport à cette réappropriation, on a pu voir qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont partis en Europe et qui ont fait un petit peu le tour, qui ont voyagé, qui avaient une facilité de voyager en fait qu'il y a là-bas, avec les transports en commun. Moi, personnellement, j'étais en Belgique et un billet, par exemple, Belgique-Amsterdam, c'est 10 €. En période de basse, un billet d'avion
Belgique, Milan, c'est 30 € aller-retour. Donc, moi, dans ma petite tête d'étudiante, en fait, je me suis dit, oh, ben, je vais revenir à La Réunion et en fait, ici, je suis en Europe et tout, je vais découvrir l'Europe, mais je vais faire pareil à La Réunion parce qu'il y a des super pays, en fait, et ça a l'air génial. Et il y a beaucoup de jeunes qui se disent ça. Et quand on arrive ici, en fait, on voit les prix exorbitants des compagnies aériennes et ça crée un frein touristique entre Indian Océanien, voilà, c'était ça. Indian Océanien, qui est quand même dommage du coup parce que ça permet moins facilement cet échange culturel et donc du coup on est toujours obligé de passer par des institutions comme l'université ou comme les sites qui vont être proposés par l'Europe mais qui vont être financés dans un but politique on va dire ou militaire et donc il y aura moins cette dimension culturelle et appropriation de la culture qui se construit sur Internet mais vraiment beaucoup plus difficilement que dans d'autres pays occidentaux. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre veut réagir. Il y a une question. Oui, là-haut. Oui, donc moi ce que je voulais dire là, c'est que effectivement, le problème de sortir en fait de la Réunion parce que les billets sont exorbitants en termes de prix, on a le même problème en Guyane, c'est-à-dire que ce qui est troublant, c'est que vous allez à la frontière du Suriname juste à côté. Du Suriname, vous pouvez faire le tour du monde. C'est-à-dire que moi, du Suriname, je suis parti jusqu'au Vanuatu, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est assez extraordinaire de faire ça du Suriname, parce que c'est carrément de l'autre côté de la planète, c'est de l'autre côté du globe, le Vanuatu. Et quand vous êtes en Guyane, un billet d'avion pour aller à Paris, c'est 3 000 €. Donc c'est une véritable difficulté parce que ça rejoint complètement ce que vous disiez et vos collègues également. C'est-à-dire qu'une culture, elle ne se construit jamais finalement sur du clivage identitaire. Elle se construit sur de l'ouverture vers autrui. Elle se construit sur la confrontation des idées, sur le creuset et le mélange des cultures. C'est ça finalement qui façonne l'humanisme et donc par là même l'être humain. Le problème, c'est que quand on est dans un facteur économique qui freine la jeunesse, parce qu'effectivement, on ne peut pas sortir de son territoire à moins de dépenser 3 000 €, dans le cas que je viens d'évoquer, et bien ça pose énormément de difficultés pour ouvrir son esprit et finalement aller vers la culture. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui moi, m'a vraiment intéressé dans tout ce que vous avez dit, c'est le phénomène de la régionalisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage finalement la Réunion? Est-ce qu'on l'envisage comme une sorte d'univers clos, replié sur lui-même, ou est-ce qu'on l'envisage dans une zone évidemment beaucoup plus visible, beaucoup plus transparente et beaucoup plus signifiante, qui est celle de l'océan Indien? Et cette question-là, elle se pose également pour la Guyane de la Guyane. Est-ce qu'on considère la Guyane uniquement comme la Guyane, ou est-ce qu'on la considère ancrée, enracinée dans la réalité de l'Amérique latine, avec ses deux voisins les plus proches, le Guyana et le Suriname? Et du coup, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est politique. À partir du moment où le politique et l'économie empêchent finalement d'imaginer un territoire dans sa globalité, dans sa diversité, dans sa lecture plurielle, avec ses voisins immédiats, ça pose évidemment une difficulté de figuration dans l'espace géographique, mais aussi une difficulté dans les relations humaines. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Bernard Edelson, j'allais vous solliciter si vous ne parliez pas. On m'a demandé de conclure ce séminaire. Je vais être très rapide. Je propose de conclure en 3 points. Puis ça correspond à la remarque que je voulais vous faire. Il me semble qu'il y a 3 aspects dans l'approche de l'India-Océanie. Il y a l'aspect des valeurs, c'est ce qu'on est en train de discuter, les valeurs india-océaniques. Camille de Roville, qui a été cité par Fabrice tout à l'heure, est un poète mauricien qui, il y a 40 ans, 50 ans, je crois, a été le père de ce terme de l'India-Océanie, qu'on a ensuite anglicisé en rajoutant le N, je ne sais pas trop pourquoi, pour que ça soit plus international. Au départ, c'est l'India-Océanie. Qu'est-ce que disait Camille de Roville? Il disait ces peuples insulaires ont tous des valeurs communes, et l'India-Océanie, c'est un dénominateur commun qui ressortira de toutes ces villes. Donc, il y a la question des valeurs, c'est vraiment intéressant, et je sens que à travers vos travaux, vous êtes attaché à cette question.
peut distinguer cette question de la question politique, au sens institutionnel du terme. Là aussi, c'est intéressant de regarder un petit peu dans les 30 dernières années ce qui s'est passé. Il y a eu l'acceptation d'une diagnostic de la MCUR, disons, de projet scientifique, on en parlait malheureusement, projet scientifique de la Maison de la civilisation de l'unité réunionnaise, qui a une approche très géographique, géopolitique, démographique, culturelle de la région. Il y a celle dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est plus récente, les îles Bali. En ce qui concerne, j'ai plus l'impression d'un concept marketing que d'un concept politique, mais elle existe. Il faut, de mon point de vue, prendre de la distance par rapport aux enjeux de ces concepts. Et puis le troisième point, je ne vais pas revenir sur ce que Grégoire a très bien écrit, c'est l'aspect épistémologique, l'aspect scientifique de ce séminaire qui était extrêmement riche, et aussi riche qu'un colloque, évidemment, qui continue. Je voudrais juste vous suggérer, enfin nous suggérer, parce que c'est un travail que j'ai envie de faire aussi personnellement, de revoir toute la bibliographie dans toutes les disciplines qui a été produite depuis tous les VRSH qui existent. Par exemple, en Infocom, puisque c'est ma spécialité, nous avons réalisé des travaux en 2003 qui s'appelaient Territoire insulaire sous connexion, qui s'intéressaient à ce que faisait Internet qui arrivait, et les satellites de communication qui étaient lancés, géostationnaires, qui étaient lancés à partir des années 90 sur la région. Donc, il ne faut pas oublier ce travail qui a été fait. D'un point de vue conceptuel, en 92, Valtin, Simona questionnent contre la SPIC le concept alternancien d'espace public, en disant l'espace public, vu de la Réunion, ça ne fonctionne peut-être pas, que c'est peut-être pas opérationnel aussi bien que en Europe, etc., etc. Voilà, donc c'est une invitation à poursuivre tous ensemble ces réflexions qui, encore une fois, été extrêmement riches. Je suis ravi de cette journée qui nous a fait échapper aux contraintes administratives que nous subissons tous ensemble. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup.